Salut à tous les gars, on se retrouve dans SaaS Lab, le numéro 1000, 2000, je sais plus. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est un épisode trop cool parce qu'on se retrouve encore dans un studio d'exception, avec un invité d'exception, avec des spectateurs parce qu'il y a des gens derrière qui nous regardent d'exception aussi, donc tout est exceptionnel aujourd'hui. On est avec Florent. Salut Florent, comment ça va? Salut Yannis, ça va toi? Bah écoute, la méga forme. On se retrouve pour la deuxième fois en vrai. On s'était Ouais, déjà vu à Montpellier. Maintenant, on vient à Bordeaux avec la même architecture haussmannienne très jolie. On a visité aujourd'hui. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'on va présenter Contenders.ai qui est le SaaS que tu es en train de lancer et qui est magnifique pour ceux qui veulent créer des SaaS. Donc regardez bien. Tu vas aussi nous faire une masterclass sur la stratégie go-to-market parce que justement, tu as un accompagnement pour aider les développeurs dans la stratégie marketing, l'acquisition client pour avoir des clients. Si c'est bien ça. c'est ça. Tu mets les attentes très hautes, donc C'est pour le watch time, ça. Je suis un bon youtubeur. Donc on restez va jusqu'au bout. rester jusqu'au bout, je te dis. Non mais je pense vraiment que ça va être intéressant parce qu'on est vraiment dans le cœur de ce que je fais sur la chaîne. Et même moi, qui m'y connais quand même sur le sujet, quand tu m'as fait des vidéos, etc., j'ai appris des choses, donc ça va être un échange intéressant. Bah déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux faire une présentation une présentation rapide de ton parcours, comment on est arrivé à créer cet accompagnement, comment on est arrivé à créer Contenders.ai, dis-nous tout. C'est une longue histoire qu'il faut essayer de faire court. Alors, du coup, moi, je suis bordelais à la base. Je suis tombé dans l'entrepreneuriat il y a 13 14 ans, à ma première année en école de commerce. Mhm. Et du coup, je commençais un peu à tâtonner. Je savais pas vraiment ce que je faisais. Parce qu'à l'époque, les seuls modèles qu'on avait, c'était Mark Zuckerberg qui créait Ouais. Facebook ou, tu vois, ouvrir une épicerie. Il n'y Mhm. avait pas tout ce qui est soloprenariat, freelance, etc. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais lancer une startup. Et ça a été. Enfin, à la base, j'ai commencé plutôt en tant que producteur de musique. Ok. Enfin, voilà, je trouvais des petits artistes et j'allais voir les bars, etc. Et ça marchait un petit peu, mais en fait, j'avais pas la grosse motivation pour ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lancer une startup. Ok. Et je suis tombé amoureux du Web3. Enfin, au début, je Mhm. commence à bosser. Enfin, j'ai eu plein d'expériences ratées de Mhm. startup comme tout le monde. Ensuite, je suis allé bosser à Lisbonne pour une startup qui s'appelle Casafari, qui maintenant est une belle scale-up. Ok. Donc, j'ai fait mes armes là-bas. Et ensuite, j'ai monté ma startup dans le Web3, donc dans la crypto. Je sais pas si ton audience elle est un peu familière avec tout ce monde-là, mais Un peu vite fait comme moi, je dirais, un bon. peu éloigné, quoi. En gros, voilà, c'est une nouvelle technologie qui permet plein de choses incroyables. Mhm. Et une de ces choses, c'est la tokenisation. Et du coup, moi, ma startup tokenisait des œuvres d'art, Mhm. notamment du street art. Ouais. Et donc, il y a eu un gros bull run sur les NFT en 2020-2021, où du coup, ça s'est plutôt bien passé pour nous. On a monté l'équipe à 13 personnes. Ok. Et ce chiffre nous a porté malheur, parce qu'après, le marché s'est effondré. Et vu Mhm. qu'on n'avait pas un gros market fit, on a arrêté de faire du chiffre. Du coup, on a pivoté Mhm. en Product Studio. Ouais. Donc vous avez pas quand tu dis vous aviez pas un PMF, Product Market Fit, Ouais. c'était pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Ouf, Trop long? trop long pour Ok, ok, l'histoire. on passe, on Non, passe, on non. passe. Mais en gros, c'est plein de facteurs. C'est déjà, Mhm. on a essayé de créer une marketplace. Mhm. Donc, hyper dur de faire venir l'offre et la demande. Ouais. Ensuite, le Web3 une technologie pas du tout mature. Mhm. Donc, même si la promesse est là, pour avoir un vrai market fit dans le Web3, c'est quasi impossible Ouais, parce que ok. tu as encore trop de friction, tu vois. Rien que se créer un compte. Enfin, et surtout, ça, c'est une leçon qui m'a vachement servi par la suite. C'est, tu vois, on a essayé de faire venir les street artistes, de se créer un compte, etc., de se Mhm. créer un wallet. Et je passais mes journées à ça. J'en ai onboardé, tu vois, peut-être une cinquantaine. Je leur Mhm. envoyais des Ethers, genre. À l'époque, ça valait rien. Et puis, ils se sont retrouvés avec 200 300 balles, tu vois, juste Ouais. parce que je faisais des tests sur leur compte. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, rien que ça, en fait, là, il y avait trop de friction. Et du coup, il n'y avait pas une adéquation entre le service que tu fournis Ouais. et ton audience. Mhm. Tu vois, genre, cette audience, elle était. Enfin, tu vois, c'est une audience qui, limite, elle n'a pas de smartphone parce qu'elle va taguer sur Ouais. les murs pour paniquer smartphone, tu vois, elle en a pas. Donc, lui dire télécharge un MetaMask et ensuite retiens la seed phrase. Et ensuite, tu vois, crée Ouais. ton. Enfin, bref. Donc, rien que ça, c'était un élément de friction. Et après, il y a plein d'autres raisons Ok. qu'on pourra détailler si tu veux. Mais ouais, la raison principale, c'est qu'il y avait trop un gap énorme entre ce Ouais, qu'était capable de faire ton persona et ce que tu ouais, lui demandais de faire pour exactement. ce que tu lui apportais finalement. Genre, il avait Exactement. trop d'énergie, trop de temps à investir pour le Ouais, résultat que ça allait apporter et c'est du coup, il ça. le faisait pas. C'est ça. Beaucoup de friction. Et de l'autre côté, enfin, donc ça, c'était le côté offre. Mhm. Et le côté demande, du coup, collectionneur d'NFT, ben, c'était à 95%, c'était
spéculateurs, tu vois. Ouais. Donc les spéculateurs, ils attendent un retour sur investissement rapide parce que tu es dans la crypto, parce que c'est un marché en bull market. Donc faut que tu vois, les tokens, ils prennent x2 en 3 jours, sinon c'est pas viable, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi pour... Enfin, j'ai passé en tout 6 ans dans le Web3, donc Ouais. j'ai fait mes armes là, vraiment là-bas, mais ça a été... Enfin, j'en suis sorti, je suis revenu dans le web classique, on va dire, parce que justement, il y a beaucoup trop de spéculateurs, et donc c'est hyper dur, même si c'est niche et que j'adore les marchés nichés, Mm. c'est hyper dur de faire, d'avoir un impact là-dessus, parce que enfin, les attentes encore sont pas encore réalistes, et t'as l'argent au milieu qui pourrit tout, en fait, tu vois. Mais avant de continuer, laisse-moi te parler de Sassy Rose Lite. C'est une formation 100% gratuite pour t'aider à lancer ton propre SaaS et générer des premiers revenus. Le but, te prouver que créer un SaaS, c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense et en plus, c'est vraiment très fun. On te guide pas à pas avec des vidéos, des agents GPT, des templates et des ressources pour trouver et valider une idée, créer un plan d'action solide et enfin lancer un SaaS qui attire des clients. Avec des formateurs experts sur les différents sujets, une communauté ultra motivée et bien plus encore. C'est totalement gratuit, donc clique sur le lien en description et commence à lancer un SaaS rentable dès maintenant. Et nous, on reprend la vidéo. En fait, tu as commencé vraiment en mode hardcore avec le Web3. Tu es arrivé vraiment dans le Ouais. dur du dur. Ouais. Et tu es repassé après donc, sur du Web2 après. Ouais. En gros, je me suis dit, on retourne sur les fondamentaux, quoi. Hmm. C'est quoi, tu vois, qu'est-ce que j'ai raté dans le Web3 qu'est-ce que les gens font bien dans le Web 2 et ouais, ça fait... j'ai encore un peu les pieds dans le Web3, tu vois, mais j'essaye de... Enfin, j'ai encore ma boîte, enfin la startup du coup qu'on a converti en startup studio, qu'on a ensuite converti en agence. Parce qu'on Donc, faisait Startup Studio, pour ceux qui regardent, c'est quoi? c'est en gros, tu processises l'art de créer des produits, quoi. Ouais. Donc tu fais... Enfin voilà, tu deviens un boss, tous tes processus sont optimisés pour créer le plus de produits possible. Ouais. Et donc ça, c'est le rêve de, je pense, tout entrepreneur. Enfin, il y a différents profils d'entrepreneurs, mais beaucoup d'entrepreneurs un peu serial, tu vois, multipreneurs, comme on dit. C'est le rêve, tu vois. T'as ton process, dès que t'as une idée, hop, tu lui donnes vie. Moi, ça serait mon rêve ultime, tu vois. Et en fait, j'ai essayé de le faire alors qu'on se cassait la gueule. Et du coup, enfin, déjà, c'est pas un modèle incroyable pour renflouer les caisses. Ouais. C'est même terrible. C'est pour ça qu'on a pivoté sur un modèle d'agence. Mais par contre, hyper intéressant de se confronter au marché plein de fois, en fait. Tu vois. Et en même temps, d'un autre côté, tu te confrontes moins bien au marché parce que tu divises ton attention, tu vois, forcément. Tu le sais, créer un SaaS ou créer n'importe quel produit, c'est hyper dur. Donc, plus t'en crées, plus potentiellement tu as de chances que ça marche, mais plus tu réduis aussi tes chances qu'il y en ait un qui marche parce que ton attention est divisée, tu n'as pas toute ton énergie dessus, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont on parlera plus tard, la stratégie de l'écosystème de viser un seul et même persona. Ouais. Et donc, à travers ça, en fait, tu as eu l'expérience de la création de plusieurs produits. Tu avais vécu plusieurs aventures entrepreneuriales grâce à ce Startup Studio, si je comprends bien. Ouais. Ce qui t'a permis d'acquérir énormément d'expérience pour la suite de ton histoire. En gros, le Startup Studio, il n'a pas duré longtemps, tu vois, parce qu'on était en période de, tu vois, de déclin. L'équipe, enfin, on s'est séparé de l'équipe au fur et à mesure, donc on a eu besoin, tu vois, genre, ça a duré 2-3 mois, mais c'était incroyable, tu vois. Enfin, on n'a réussi aucun produit, tu vois, parce que, c'était trop dur sur les 3 mois, mais par contre, on a appris plein de choses, et justement, derrière, pour faire le modèle d'agence, sur lequel on a fini par pivoter, qui n'était pas du tout mon préféré à la base, parce que forcément, quand tu viens de la startup, te dire que tu vas vendre ton temps, c'est sacrilège, tu vois. Mais ça nous a donné plein de légitimité, d'expertise. Enfin, tu vois, genre, c'est ce qui est génial aussi quand tu fais du building public, c'est que même si ton produit il rate, tu vas quand même avoir de la matière première que tu vas pouvoir réutiliser dans ton contenu, dans ton storytelling et dans tes expériences futures, quoi. Donc c'est un super moyen d'apprendre hyper vite. Et donc en vrai, je le recommande. Mais c'est un peu une extension du modèle d'Indie Hacker. L'Indie Hacker, c'est un startup studio sur pattes, quoi. Ouais. Je suis une personne individuelle, je lance le plus de produits possible. Je vois si ça marche. Si ça marche pas, je tue le produit. Sinon, je passe à autre chose. Je build in public tout le long. Ouais. Ça, c'est un modèle hyper vertueux parce que vu que tu es tout seul, tu vas prendre 100% des responsabilités, que ce soit au niveau produit, au niveau marketing. Et donc, tu apprends 10 fois plus vite que n'importe qui, tu vois. Totalement, ouais. Et donc, un truc que je savais pas, tu as build in public pendant tout ce temps où tu étais en agence, en product studio. Tu avais déjà de création de contenu? Ouais, j'ai essayé. Ouais. Je me suis mis vraiment... En fait, j'ai vu que j'avais un trou dans la raquette sur l'acquisition, justement. Ok.
C'est le cas de beaucoup de gens, hein, on va pas se mentir. Je pense si tu craques ton acquisition pour ton business, tu résous 90% de tes problèmes. Donc en fait, je me suis mis à publier sur LinkedIn à ce moment-là. Ouais. Ok. À la base, je m'étais lancé un challenge à la con, c'était faire 30 vidéos short. Parce que j'avais pris une formation, je sais pas quoi. 30 vidéos short par jour, enfin sur un mois. Ok. Et j'avais réussi à les tenir, mais c'était un enfer. Et par contre, bah, du coup, je me suis dit, putain, c'est chiant, je vais jamais le tenir sur le long terme. Par contre, publier sur LinkedIn, c'est hyper simple, tu vois. Parce que faire un short, c'est tu dois faire le script, tourner, éditer. Là, tu avais juste à faire le script, tu vois, pour les posts LinkedIn. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à LinkedIn. Et ben, du coup, même si, tu vois, genre, je suis pas un gros influenceur sur LinkedIn et que j'ai une petite audience... Oh, t'es une star, quand même, disons-le. 8K abonnés, let's go. Non, pas du tout une star, mais par contre, même avec 500 abonnés, c'est hyper vertueux. Enfin, tu vois, tu peux trouver des clients, tu peux trouver des partenaires, tu peux trouver des associés. Donc, il y a plein de bénéfices à publier régulièrement sur n'importe quel réseau. En fait, tant que vous le faites régulièrement, je pense que c'est... Enfin, on en reparlera sur la partie plutôt acquisition, mais c'est vrai que ça, c'est un asset de nos jours qui est incroyable, quoi. Alors, ça me fait penser à une question que j'ai posée à notre précédent invité qui était Ronan. Super épisode, allez le voir. Il n'est pas encore posté, mais je sais qu'il est génial. Si tu devais, maintenant, là, tu vois, tu as 50 000 euros sur ton compte en banque, Ouais. soit tu me les donnes, ok, et je les accepte sans problème, t'inquiète pas, ça me pose pas de soucis, vraiment. J'en ai Mais et tu pourras continuer à publier du contenu toute ta vie. Ouais. C'est cool. Ouais. Soit tu gardes les 50 000 euros, donc déjà c'est très égoïste, tu me les donnes pas, mais tu pourras plus jamais publier de contenu de toute ta vie pour aucun de tes business, rien, plus Sur de contenu. sur aucun... Rien, plus de contenu organique, t'as plus le droit, t'es Ouais, interdit. non. Ouais, c'est mort. Désolé. Donc tu fais quoi? Je te file 5 000 euros et je me casse. 50 000. C'est mort. 50 000. C'est mort. Non, mais non, en fait, t'es presque obligé, tu vois. Moi, enfin, bah, du coup, je conseille mes clients, je les conseille justement aussi sur l'acquisition. Ouais. Et en fait, même si le contenu, ça va pas être ton canal d'acquisition principal, ça va tellement t'aider dans les autres, prospection, ads, etc., que, en vrai, si je suis... Non, je suis obligé, je peux pas te filer 50K, désolé. Non mais là ça va pas se passer maintenant, je veux dire, mais Je sais. si jamais il y a un monde... J'espère que c'est si- pas un énorme racket. Si jamais il y a un monde, genre tu préférais garder les 50K malgré tout? Non. Enfin, sauf si vraiment je suis devenu un ultra méga boss en contenu, que je sais exactement quoi rendre viral, et du coup, bah, je fais que des ads avec des putains d'accroches, Ouais. et c'est tout, quoi. Et donc tu payes les 50K finalement en fait, pour continuer à publier du contenu. Ouais. Ok. Oui, c'est clair. Ok. Ouais. Il faut que j'augmente parce que tout le monde dit oui à cette question. Tout le monde dit bah oui, Ah bah oui. je paye 50 000. 50, c'est pas assez. En vrai, 50, ça dépend ce que tu fais, mais 50, c'est un client, quoi. Ouais. Tu vois, genre, enfin, j'ai déjà vendu un logiciel, c'était 50K facile, quoi. Donc un client, il est vite rentabilisé, quoi. Ouais. Moi je vois avec X, qui était la première plateforme où j'ai publié du contenu, c'est à 500 abonnés que j'ai eu mon premier client, Ok, à 15K. t'imagines? Donc c'est trop important. Ouais. Trop important. Après, Ça va hyper vite. tu pourrais dire que tu utilises les autres plateformes, donc le media buying, etc. Mais effectivement, l'acquisition client, enfin le contenu organique, pardon, te permet d'avoir une meilleure conversion sur tous les autres canaux, donc c'est trop Ah ouais. important. Ouais, c'est clair. En plus d'avoir un tunnel d'acquisition à ce niveau-là, quoi. En gros, bah, tu vois, ça va dans les deux sens. D'un côté, enfin, tu as plusieurs techniques pour justement créer un vrai système d'acquisition. On rentre direct dans le vif du sujet, Vas-y, quoi. Mais tu vois, il y a beaucoup qui pensent en tunnel de vente en mode voilà, il me faut tant de visibilité, tant de leads, je vais le convertir, ça va faire ça, 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 ça. Moi, j'ai plutôt une pensée en mode un peu cyclique, tu vois. Tu vas te créer du contenu. Ce contenu, en fait, tu peux t'en servir d'un côté pour prospecter. Genre, salut, j'ai vu que tu avais ce problème, j'ai fait cette vidéo sur le sujet, bam. Ouais. Soit tu t'en sers, tu vois, de l'autre côté, c'est-à-dire tu crées du contenu et les gens qui interagissent avec, tu vas ensuite les contacter. Ouais. Donc, et ça va dans les deux sens. Mais sur presque tous les canaux d'acquisition, tu vois. Dans les ads, c'est pareil, en fait. Les ads, tu vois, tu peux faire... En fait, le contenu organique, c'est ta R&D. Et dès que tu as une accroche qui marche bien, un message qui résonne bien, tu peux le convertir en ads. Et tu sais que ton ads, elle va surperformer parce que déjà, il marche bien en organique, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je suis trop fan d'utiliser le contenu un peu partout. Même si, en vrai, tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne publient pas de contenu. Et une de ces raisons, c'est ils ont peur, tu vois, de faire 3 likes. Mais en fait, mec, si tu fais 3 likes, mais que c'est que des gens de ta cible, c'est incroyable. Tu vois,
Donc, voilà, il y a encore plein d'appréhensions, alors que même si tu flops, en vrai, ça peut te rapporter des clients. Et justement, quand tu es niché, plus tu vas être niché, plus ton poste va flopper aux yeux de la société en termes de métriques pour l'ego, tu vois. Ouais. Mais par contre, en termes de métriques business, si tu es vraiment ultra niché et que c'est vraiment que des personnes de ta cible qui te voient, mec, t'as un filon, quoi. Je suis totalement d'accord. Je pense que les gens, ils ont une mauvaise vision parce qu'ils réfléchissent en termes d'influenceurs. Ouais. Donc, ils pensent à Michou, Inoxtag, Squeezie. Ils se disent, putain, il faut que je fasse des millions d'abonnés pour gagner de l'argent. Ouais. Alors que nous, on n'est pas des influenceurs, en fait, on est des entrepreneurs. Donc, on pourrait avoir un abonné. Si c'est ton persona, ton client et qui te donne 20 000 euros, Ouais. bah, ça marche déjà, en fait. C'est clair. T'as besoin d'un abonné, littéralement, pour que ça marche. Si tu crées du contenu qui vise ta cible. Donc, c'est trop important. Et pas se faire avoir par les vanity metrics, donc le fait de faire des vues pour des vues, qui a intérêt. Exactement. Donc très intéressant. Et effectivement, un truc auquel je pense pas forcément, mais en créant du contenu, c'est aussi un laboratoire pour trouver le contenu qui va bien marcher pour faire de la pub avec. Mec, c'est le contenu et parfois même le produit. Moi, j'ai un truc, c'est pour moi, le contenu, c'est le ultimate MVP, tu vois. Ok, ouais. Genre, tu peux tester des propositions de valeur, tu peux tester des idées de produits, genre, hey, j'ai cette idée de ça, qu'est-ce que t'en penses, Oui. tu vois. Si t'as 0 like, bon, ben, tu sais que c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Ouais. Après, tout dépend de ton audience, de l'exposition du post, etc. Mais par contre, genre, t'as des fois des mecs qui font, putain, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et le truc part complètement viral, mais tu sais, là, mec, t'as un business de fou, tu vois. Ouais. Et ça arrive souvent, en plus, hein. Parce que les gens sont quand même attirés par la nouveauté. Donc, quand tu dis, putain, hier, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, il y a des chances que ça marche. Donc, c'est une bonne idée pour... c'est une bonne terre d'expérimentation, tant sur le fond, en termes de tant sur la forme, en termes de message, de comment structurer le message, l'accroche, etc. Et sur le fond, en termes de voilà cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, s'exposer au marché hyper rapidement. Ouais. Et ça, justement, à l'époque du Product Studio, je faisais ça tout le temps, tu vois. Okay. Donc, les mecs, j'ai dû les saouler, justement, à venir tous les 3-4 matins avec une nouvelle idée. Mais en termes de feedback et de confrontation au marché, il n'y a rien de mieux, tu vois. Parce qu'en plus, tu as les gens qui commentent, qui sont pas forcément dans ta cible, mais par contre, qui peuvent te recommander dans ta cible, qui vont voir ton post, donc tu vas les contacter et leur dire, voilà, je lance ça, est-ce que vous êtes chaud, quoi? Enfin, est-ce que tu peux me présenter quelqu'un? Ça, c'est une des techniques pour le go-to-market. On en parlera après. On en reparlera. Donc la création de contenu, c'est un super asset que tu gardes sur le long terme. Quand tu as 1000 abonnés, tu les as à vie. C'est pas de l'argent. Tu peux pas dépenser tes 1000 abonnés et ne plus les avoir. Ouais. Donc c'est trop fort. Ça te permet de networker avec des gens. C'est-à-dire que tu as accès à des gens qui ont 10 000 abonnés parce que tu as 1000 abonnés, sinon ils t'en auraient jamais accordé une seconde de leur temps. Exactement. Et quelque chose de très intéressant aussi que tu as dit, c'est sur les vidéos YouTube. Ouais. En fait, tu t'en sers dans un premier temps pour l'envoyer à tes leads s'ils ont des problématiques particulières pour résoudre leurs problèmes. Donc ça va aider à la conversion au début, à montrer que tu as de la valeur. Et par la suite, quand ça va grossir, tu vas t'en servir comme une source d'acquisition en elle-même grâce à l'algo YouTube. C'est ça. En plus, tu as un cercle qui est ultra vertueux sur YouTube. C'est qu'en fait, plus tu vas avoir de gens qui vont voir ta vidéo, plus ça va être recommandé. Donc en fait, si tu fais une vidéo qui est quand même assez quali et que tu as 0 audience, moi je commence là juste mon channel YouTube, un peu comme Ronan, je crois. Il sort ta chaîne, elle est dispo quand d'ailleurs? Elle est déjà dispo, tu vois, mais là pour l'instant je suis en mode vraiment, je veux faire de la quantité pour parler plus, tu vois, de manière plus fluide, etc. Mais j'espère qu'elle sera, tu vois, en ligne et bien remplie déjà au moment où sortira cet épisode. Okay. Mais ouais, sur YouTube, en fait, tu as un truc qui est fou, c'est que tu as les suggestions, tu vois. Et donc, plus tu vas envoyer aux bonnes personnes ta vidéo, d'ailleurs, il y a certains créateurs, parfois je m'en sers aussi, c'est tu peux faire de la pub sur ta vidéo YouTube, qui, elle, va convertir ensuite en produit. Mais l'idée, c'est que tu vas amener plus de gens sur YouTube, donc YouTube, il va se dire, ok, putain, ces personnes-là, elles regardent la vidéo, tu vois, genre 9 minutes en général, c'est hyper cool, je vais la recommander à plus de gens. Et donc, en fait, ça te crée vraiment, encore une fois, un asset. Tu vois, si c'est un contenu evergreen, donc qui ne se périme pas, tu ramènes un maximum de gens là-dessus, et YouTube, en échange, va avoir ce cercle vertueux de plus il y a des gens qui restent sur la vidéo, plus je vais la recommander. Et donc, plus tu as d'attraction organique grâce à ça, tu vois. À la base, tu peux bootstrap, tu peux lancer de zéro ta traction, justement en faisant le bourrin, en mode j'envoie à tous mes leads, j'envoie ma vidéo. Mais à terme, justement, c'est YouTube qui va prendre le relais. Et voilà, il faut encore que la vidéo soit hyper quali, évidemment. Mais dans l'idée, c'est ça, tu vois. Dans cette idée de création de système organique, création de contenu en mode système et pas, tu vois, en mode silo. Voilà. Ok, intéressant. Ok, bon, on a un peu dévié sur la création de énorme contenu. distinction. On a fait une virgule énorme, mais c'était très intéressant. Donc,
Donc, on était sur la partie où tu crées du contenu pour l'agence Ouais. et pour le startup studio. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter la suite? Ouais, ben, en gros, ben, j'ai fait une petite. Moi, à la base, je me suis lancé dans le Web3. Enfin, on va arrêter parce qu'on va jamais aller dans, dans le vif du sujet sinon, mais je me suis lancé à base dans le Web3 pour la tokenomics. Tu vois, je suis vraiment fan de l'économie. Et là, c'est de l'économie appliquée à l'économie des jetons. Et donc, voilà, j'ai fait une petite diphtongue, encore une fois, pendant 6-9 mois, tu vois, là-dessus, vu qu'on était en mode agence. Ouais. Et puis là, je me suis dit, vas-y, go. Enfin, tu vois, genre, j'en avais marre de toute cette niche de spéculateurs, du fait qu'il n'y a pas encore de product market fit dans le Web3, tu vois, à part Bitcoin. Euh, tous ces éléments-là m'ont dit, OK, vas-y, je me casse du Web3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'aime bien, c'est continuer à lancer des bises, tu vois, des produits, etc. Et du coup, j'ai lancé mon accompagnement il y a un peu plus d'un an. C'était en septembre l'année dernière. Ok. Et voilà, et depuis, ça a été une aventure en soi, tu vois, genre de trouver mon modèle. À la base, j'étais vraiment uniquement sur du done for you, Ok. tu vois, donc je faisais tout. Et en mode sprint, tu vois, parce que j'adore, tu vois, j'adore le momentum, aller vite, etc. Est-ce que tu peux expliquer Done for You, Doing With You, etc. Ouais. pour les gens qui nous regardent? En gros, c'est trois typologies je sais pas, de transformation, on va dire. Il y a le do it yourself, donc DIY. Ouais. Où là, c'est classique, tu as un tuto sur YouTube et tu regardes. Tu as le done for you, c'est du coup, je vais faire toute la presta à ta place. Ouais. Et tu n'as rien de besoin de faire. Mm. Ce qui se vend en général assez facilement et qui peut se vendre plutôt cher, du coup, parce que tu es vraiment dans l'exécutif, tu as vraiment un impact. Et le done with you, c'est en mode, tu vois, plutôt que de te ramener un poisson, je t'apprends à pêcher, quoi. C'est un mélange entre les deux, quoi. C'est un mélange entre les deux. Et voilà, et là, en gros, à la base, j'étais exclusivement sur du done for you. Ouais. Ensuite, j'ai évolué sur du done with you. Et là, je suis en train de mixer en fait les approches, tu vois, en fonction de. Vu que je commence à mieux connaître mon persona, Ouais. je varie en fonction de leur challenge, tu vois. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton offre Ouais. et les bénéfices que tu apportes à ton persona? En gros, moi, j'aide les développeurs. Enfin, ça, c'est vraiment mon persona type, mais c'est plutôt les profils techniques à lancer leur business, quoi. Ouais. Grosso merdo. Donc, je vais les aider à structurer la machine et ensuite faire de l'acquisition pour alimenter la machine. Ok. Voilà, c'est ça les deux grands pans, on va dire. Et après, vu que je bosse énormément avec des développeurs, je dirais c'est peut-être 90%, tu vois, de mes clients. Ça va toujours être les mêmes problématiques, on va dire, par rapport au produit, tu vois. En général, ils ont une idée de produit, pas forcément un SaaS, tu vois, mais ils ont une idée de produit ou ils ont déjà un produit ou un bout de code qui marche. Et donc, il y a cette première étape qu'il va falloir aller vérifier le marché, tu vois, toute la stratégie go-to-market, c'est vraiment ma spécialité, en fait. Et une fois qu'on a ça, en fait, il va falloir, souvent, il faut que je repasse aussi sur le produit, tu vois, pour affiner. Donc, c'est bien parce que en gros, moi, je suis un spécialiste... je suis un spécialiste du early stage, mais je suis un généraliste en gros, tu vois. Ouais. Dans le sens où genre, je peux faire, je connais un peu la tech, j'ai une bonne casquette produit, et puis je passe mon temps à vendre et à faire du marketing, tu vois. Donc j'ai un peu cette casquette, tu vois, genre cette vision 360. Et donc quand je vois un dev qui vient me voir avec son produit over-engineer, tu vois, je lui dis vas-y, coupe dans le gras, enlève ça, et on va aller attaquer, on va aller tester sur cette cible-là précisément et voir si ça prend, quoi. Parce que ça, c'est un problème, je pense, qu'ont la plupart des développeurs, donc les personnes qui viennent te voir, c'est que souvent, ils ont des super idées, des idées de génie, ils sont trop contents de leurs idées, ils vont prendre plusieurs mois à créer un produit qu'ils vont trouver, eux, merveilleux, ils vont se dire, waouh, tout le monde va adorer mon produit, et en fait, ils passent 3 mois sur un truc dont on ne sait même pas si quelqu'un en veut, et ça, c'est souvent le problème des développeurs, parce que les développeurs ont tendance à être très nuls en marketing par défaut, et donc toi, tu viens un peu les aider justement sur cette partie-là, en leur disant, attention, tu as vu plein d'expériences, tu as vécu plein de lancements de produits, etc. Donc, tu as cette vision 360 où tu peux lui dire, OK, le produit, cette partie-là est pas bonne. Donc, par exemple, son SaaS, son application, on a des soucis, où il y a trop de fonctionnalités, où il n'a pas assez, etc. Ou sur la partie marketing, où le gars est perdu, tu vas pouvoir lui dire, OK, on fait ce plan, tu vas acquérir tes clients. On va dire là, et ton persona, c'est ça. Grosso modo, c'est plus ou moins ça. C'est exactement ça. Okay. En gros, je pourrais écrire un livre vraiment sur les freins des développeurs qu'ils ont, parce qu'en fait, c'est un truc que même tout le monde fait, pas juste les développeurs. C'est on va vouloir, tu vois, genre attendre d'avoir vraiment le produit parfait. Et donc, du coup, on va rajouter des features. Et le problème, c'est que plus tu rajoutes des features, moins tu as de chances de vendre ton SaaS, parce que plus tu perds en clarté dans ce que tu proposes, et les gens achètent que ce qu'ils comprennent, tu vois.
Donc, s'ils comprennent pas ton produit, et le meilleur moyen pour qu'ils comprennent ton produit, c'est que ton produit fasse qu'un seul truc, tu vois. Ouais. Si tu commences à sortir des features dans tous les côtés, si ça nourrit pas, tu vois, une vision globale d'un même produit, tu vois, il faut couper dans le gras absolument parce que c'est le meilleur moyen de te planter. Et donc, voilà, je pense qu'on a tous cette peur, tu vois, même moi qui ai fait je sais pas combien de lancements, j'ai toujours cette appréhension de me dire, putain, non, je peux pas sortir un truc comme ça, tu vois. Ouais. Il faut que j'attende un peu et tout ça. Et en vrai, c'est des pensées limitantes, soit c'est je sais pas, c'est des barrières psychologiques, en fait. Et en vrai, dans l'entrepreneuriat, on en a tellement tous des barrières psychologiques à n'importe quelle étape. Donc, je peux pas leur jeter la pierre, mais c'est vrai que j'ai créé cet accompagnement parce que moi-même, je me disais, putain, j'aurais besoin de cet accompagnement, tu vois. J'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui me dise, mec, focus-toi sur les trucs à haute valeur ajoutée, arrête avec le superflu, et voilà le plan, suis le plan, quoi. Et si tu suis pas le plan, tu prends un coup de pied au cul, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Je suis pas aussi violent, tu vois, avec le Dommage. client encore. Dommage. Mais je pense qu'en vrai, ça dépendait des profils, mais il y en a qui en ont besoin, tu vois, parce qu'ils sont trop dissipés et ils Ouais. n'arrivent pas à se focaliser, quoi. Moi, honnêtement, j'en aurais eu besoin il y a 2 ans. C'est dommage que je sois pas tombé sur toi. Parce que typiquement, j'ai fait toutes les erreurs possibles, typiques, où tu aurais pu m'aider et ça aurait hyper bien marché. Parce qu'on avait fait, donc on avait levé 2500 euros en 24 heures. On avait eu 50 personnes qui avaient payé 50 euros sur rien, une page, quoi. Il n'y avait Trop pas de bien. produit, Trop rien bien. du tout. Et c'était à l'époque où il y avait l'IA qui commençait à prendre bien avec ChatGPT, etc. Et le but, c'était de créer une application qui crée des TikTok automatiquement. Avec des images générées par l'IA, la musique, les textes générés par l'IA, tout est généré par l'IA. Grosso modo, c'était ça. Et on s'est lancé dans la création du produit. Et là, moi, j'avais aucune connaissance marketing à ce moment-là, c'était il y a plus de 2 ans. Pourtant, on aurait pu genre scale, tu vois, genre plus de Ouais. 100 000 et tout, faire un produit de fou parce qu'il y avait une énorme demande. Bah on avait ouais. 50 personnes, 50 euros en 24 heures sur rien, sur juste une page, c'est fou déjà. Ça, c'est fou. Mais on a fait toutes les erreurs possibles. On a mis 6 mois à développer le produit. Au bout de 6 mois, on avait toutes les fonctionnalités du monde, mais aucune qui marchait à 100%. Ah ouais. On s'est essoufflé, on était 4 cofondateurs avec chacun, on avait des skills pareils, etc. Et petit à petit, on s'est essoufflé. Et en parallèle, tu as Romain de Sendshort qui a fait un peu la même type d'application, avec un peu le même type de bon lancement. Et lui, il n'a pas fait ces erreurs-là et ça a marché. Et je suis dégoûté. Faudrait que je te rencontre à ce moment-là, tu vois, je serais millionnaire aujourd'hui, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, ouais, c'est difficile, mais en vrai, tu avais fait le plus dur, c'est la validation du marché. Ouais. Et c'est clair qu'après, enfin, c'est le plus dur à ce stade, tu vois, mais en Mm. vrai, c'est dur à chaque étape. C'est ça. Et au final, ça a été, je pense, hyper formateur pour toi. Et enfin, c'est tellement bateau et cliché de dire ça, mais ouais, c'est nos erreurs aussi qui nous permettent d'être là et de raconter ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tu vois. Je suis d'accord, mais en vrai, là, j'ai passé à ce Ouais, moment-là 6 là, t'as mois, chié. tu vois, de 5h à 20h du soir sous Red Bull pour avancer sur Ouais, un truc qui putain. m'apportait zéro, alors que j'aurais pu très bien prendre ton accompagnement et en un mois, j'avais eu le même nombre de learnings et j'aurais pu peut-être faire marcher mon application, quoi. Bah, déjà, dès la première semaine, je t'aurais dit, mec, enfin, tu vois, genre, sors un truc, quoi. Ouais. Sors un feature et, ouais, décomposer le truc. Parce qu'effectivement, en fait, surtout, enfin, là encore, tu avais la validation, donc tu te dis, putain, ok, il faut que je délivre et tout ça. Ouais. Mais les devs, tu vois, qui partent de zéro, ils se disent, putain, genre, enfin, tu vois, par où je prends le morceau, quoi. Et c'est clair que décomposer ça, enfin, que ce soit en marketing ou en produit, tu vois, si tu te dis, putain, faut aller gravir cette montagne, et que tu regardes, t'es en bas, t'es là, bah, putain, tu vas être paralysé, tu vois, souvent. Alors que si tu te découpes, tu dis, ok, là, c'est le premier chalet, là, ensuite, je vais au deuxième, je vais au troisième. Si tu découpes comme ça un petit peu en map, que ce soit en marketing ou en produit, tu vois, c'est hyper efficace parce que ben, c'est les trucs qui sont plus atteignables. Et il y a cette idée, tu vois, enfin, je pense que tu connais tout ce qui est le flow, justement. C'est que si tu as une tâche qui est trop difficile par rapport à toi, tes croyances, tu vas être paralysé, justement, parce que tu n'es pas capable de le faire. Et si c'est trop simple, en fait, tu vas être ennuyé, donc tu vas pas mettre le bon niveau d'énergie. Ouais. Et donc, c'est toujours trouver un compromis, tu vois, avec des objectifs ambitieux, mais réalisables. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre. Et surtout, ce que j'essaie de transmettre, c'est la foi dans le plan, tu vois. Mm. Parce que trop souvent, en fait, ce qui nous empêche d'exécuter bien, c'est les doutes. C'est les doutes, en fait. C'est tu te dis, putain, tu remets en question le plan. Est-ce que je suis sûr, là, sur la to-do? Est-ce que je dois vraiment faire ça aujourd'hui? Ouais. Alors que si t'as un mec qui te dit, putain, mec, cette semaine, tu fais ça, et tu fais pas autre chose. Mm. Tu vois, c'est quand même vachement rassurant. Et ouais, il faut juste qu'ils aient confiance en moi et dans le plan. Et voilà, et après, les résultats suivent, quoi. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Je pense qu'on aurait tous à gagner à avoir quelqu'un, un coach Ouais. pour notre vie, qui Ah, prend mais des fois mec. les décisions à notre place. Parce que Ah, tu mais sais, mec. quand tu as l'émotion, Ouais. en fait, tu deviens totalement stupide Ah, mais mec. et tu prends les pires décisions au monde, que ce soit relationnel, C'est professionnel. clair. Quand tu es dans le truc, la tête dans le guidon.
Mais même moi, avec Contender, justement, je suis le premier à être irrationnel, tu vois. Je suis le premier à me dire, putain, avec mais ton produit, ouais. j'ai besoin de cet accompagnement pour moi, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je me suis fait accompagner, d'ailleurs. Mais t'as raison, mec, sur le sport, surtout, en fait, si déjà tu peux t'enlever la charge mentale de vraiment réfléchir, enfin, de te forcer à pas être. Enfin, à te rendre compte que tu es en train d'être irrationnel, etc. Déjà, c'est un gros win. Parce que toi, dans ton accompagnement, du coup, tu fais des appels de coaching avec les personnes Ouais. que tu suis. Ouais, Ouais. c'est ça. En gros, c'est un appel hebdo. Ok. Et ça dépend, tu vois, en fonction de comment la personne avance, etc. Mais il y a des workshops, tu vois, genre l'offre irrésistible, masterclass en closing et en vente, euh, tu vois, tout ce qui est acquisition, etc. Ouais. Et ensuite, derrière, c'est du suivi à la semaine et du coaching, tu vois, genre, OK, pourquoi tu as galéré là-dessus, tu vois, qu'est-ce que je peux faire? Et j'essaie de débloquer, tu vois. Et en fait, quand il y a vraiment des bouts du plan qui sont hyper durs à exécuter, ben Ouais. justement, là, ça me force à créer soit un workshop, soit du contenu exprès autour de ça, parce que je sais que d'autres personnes vont avoir cette problématique. Donc, Ouais. je construis aussi cet accompagnement avec les gens que j'accompagne, tu vois. Ok, ouais, intéressant. En fait, quand tu as quelqu'un qui a plusieurs fois la problématique, Ouais. tu t'en crées une vidéo et au moins ils ont la ressource à vie qui les aide. C'est l'objectif, les vidéos. Oui. Pour l'instant, c'est juste, tu vois, je rédigeais, mais ouais. Je veux me mettre à fond à la vidéo, là, 2025, c'est le plan, quoi. Ok. Bah d'ailleurs, tu as tourné et tu es en train de tourner en ce moment même des vidéos pour la formation que je suis en train de créer. Ouais. Donc, qui aide à lancer un SaaS, donc toute la partie marketing d'un SaaS. Donc, tu es en train de nous créer des vidéos de malades sur le sujet. Et tu nous parles également dans ces vidéos de contenders.ai. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que permet de faire contenders.ai? Parce que ça n'a rien à voir avec KFC. En fait, Contender, c'est né d'un besoin que j'avais moi, Ok. avec mes clients, justement. C'est un besoin récurrent, tu vois. Ben, j'ai un mec qui vient me voir, tu vois, avec cette idée, genre, ben, des fois elle m'inspire, des fois elle m'inspire pas, mais genre, c'est pas un bon critère, tu vois. Je peux pas être le seul juge pour me dire, ok, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce qu'elle va marcher? Ouais. Et donc, je cherchais un moyen pour rationaliser ça. Et un bon moyen, c'est de faire des études de marché. Le truc, c'est que quand tu lances des produits, quand tu lances une startup, tu fais pas d'études de marché parce que c'est lent, c'est chiant, c'est coûteux, tu vois, ça fait chier tout le monde. Donc, mais je me dis, putain, à l'ère de l'IA, on peut quand même automatiser vachement de choses. Et donc, j'ai commencé à bricoler un petit peu. Et puis, très vite, je me suis rapproché d'un pote à moi, Thomas Servet, qui est hyper fort dans ce domaine. Et donc, on a commencé à co-créer Contenders. Et l'idée de Contenders, c'est que ça soit vraiment un agent autonome. Donc, c'est pas juste un chatbot. C'est un chatbot, mais avec des outils dans les mains, tu vois. Donc, connexion Internet, etc., un Excel, peu importe. Et qui va te faire des actions spécifiques. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment faire une étude de la compétition. Donc, scanner ton marché, voir, enfin, ok, j'ai cette idée de, peu importe, tu vois, d'une plateforme de mise en relation, de développeurs, voilà. Let's go, quoi. Et Contenders va aller regarder tout le marché, va aller regarder Product Hunt, va aller regarder, tu vois, des repositories, et va aller regarder tous tes concurrents, les lister et faire une analyse complète, tu vois, sur leurs forces, leurs faiblesses, etc. Donc un truc que tu paierais, genre si c'était fait à la mano, tu vois, genre il y a 5 ans, ça tu le paierais peut-être 15-20K, tu vois. Ouais. Et là tu l'as gratuit ou pour 20 balles, tu vois. Et donc moi ça m'aide de fou pour mes clients. Et je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas en faire un produit, tu vois. Genre en vrai je suis convaincu. Tu vois, justement quand je suis sorti du Web3, je me suis dit, putain mec, il y a l'IA qui arrive. À quoi va ressembler, tu vois, genre les jobs des entrepreneurs ou peu importe de qui, tu vois, genre dans 5 ans. Tu vois, quand l'IA, elle pourra potentiellement faire trop de trucs. Et en vrai, c'était soit tu construis des produits, soit tu les vends. Et je suis parti du postulat que dans 5 ans, tu vois, créer des produits, l'IA pourra le faire, tu vois. Donc la vraie compétence dure, c'est vendre. Donc je me suis dit, ok, vas-y, arrête de builder et concentre-toi à fond sur le marketing. Ouais. Et notamment, justement, à travers cet accompagnement où je peux faire que ça, tu vois. Et voilà, donc j'ai fait une petite virgule, encore une fois, genre j'ai pas pu empêcher mes vibes de builder. Ouais. Et j'ai sorti ce produit, mais c'est dans l'idée, c'est vraiment que ça serve cette vision de servir les produits, d'aider les gens à lancer leurs produits, d'aider les entrepreneurs à se lancer. Parce qu'en vrai, j'ai tellement galéré, moi. C'est ça ma vision, en vrai, c'est ça qui me fait me lever le matin. C'est j'ai tellement galéré, moi, tu vois. Genre, j'ai pas envie que les gens galèrent quand ils ont des putains de bonnes idées, Ouais. qui galèrent sur une partie marketing qui au final, tu vois, genre qui est hyper complexe quand tu viens du monde extérieur. Donc typiquement quand tu es dev ou quand tu as un profil technique. Mais par contre, quand tu commences à décomposer, encore une fois, et te dire, OK, bon, ben, il faut d'abord que je travaille mon offre, ensuite que je trouve vraiment
Déjà, il faudrait que je commence par trouver qui est ma cible. Mm. Ensuite, je construise une offre adaptée. Ensuite, c'est juste une question de chiffres et que je fasse vraiment de l'acquisition. Et après, il suffit de fluidifier tout ça. Quand tu as compris et que tu commences à décomposer les différentes étapes, tu te rends compte que c'est pas sorcier et qu'en fait, c'est juste logique. Mm. Et que, tu vois, genre, c'est beaucoup moins technique que le Ouais. développement, typiquement. Et c'est juste de la psychologie, quoi. Mm. Donc, c'est juste. Ouais. C'est pas facile non plus, la psychologie, mais par contre, tu peux faire. Enfin, ouais, si tu arrives à craquer cette partie-là, bah, derrière, tu peux potentiellement vendre n'importe quel produit. Et c'est aussi ça, tu vois. Genre, je me dis, putain, si vraiment je craque tout le game du marketing, derrière, je pourrais lancer les produits que je veux Ouais. et vraiment donner vie à mes idées, quoi. Ouais. Donc si je comprends bien, ça part d'un problème que tu avais. Ouais, Contenders.ai, tu vas t'en servir pour toi avant tout, parce que Ouais. ça va vraiment t'aider à délivrer plus vite tes clients. ouais, Et il permet de faire une analyse des concurrents qui d'habitude te prend des heures, des jours, en quelques secondes. ouais. Alors depuis tout à l'heure, je fais genre, ah ouais, c'est ça et tout. J'ai déjà testé, les gars. J'ai déjà testé et franchement, ça marche hyper bien. Honnêtement, j'ai fait un test en vidéo et ça m'a sorti tous les concurrents pour une idée de ça, ce que j'ai. Peut-être qu'on le fera en building public sur la chaîne, on verra. Stylé. Mais franchement, j'ai été choqué par le résultat. Donc, ouais, vraiment cool. Je vous invite à aller essayer. Et donc, en fait, ça vient répondre à un problème qui est tester, valider l'idée. Parce que Ouais. pour moi, il y a deux, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, il y a deux moyens de valider l'idée. Il y a soit analyser les concurrents, soit réussir à faire une sondée ou faire une prévente. Quelque chose de, où vraiment tu vas faire une landing page, où tu vas faire un sondage dans une communauté. Je sais pas s'il y a que deux manières. En vrai, je pense qu'il y en a une infinité de manières de valider une idée. Mhm. Tout dépend en fait de tes inconnus. Tu vois, entre un Mhm. produit qui marche et qui vaut des millions et un produit qui marche pas, il y a un mur, c'est tes inconnus, tu vois. Alors, justement, profitons de ce. Moi, je trouve ça hyper intéressant cette partie-là. C'est une partie que je maîtrise moins bien. Est-ce que tu peux nous C'est la faire. théorie, tu vois. Ouais, Donc c'est est-ce la que tu moins peux, fun. en théorie, tu peux nous faire vraiment comment créer une belle stratégie go-to-market Ouais. rapidement, vraiment une vision globale. Après, si les gens veulent aller plus loin, il faut suivre la formation ou prendre l'accompagnement avec toi. Et là, Ok. vraiment, ça va être le feu encore plus. Ouais. Mais est-ce que déjà, tu peux nous faire une preview? Non, même en appel gratuit, je peux les régaler, hein. Ah, ok. Donc, mais en gros, strat go-to-market, faut que tu parles déjà de la data. Attends. Toujours. Ouais, Ouais. excuse-moi. Go-to-market, déjà, strat go-to-market, c'est quoi déjà? En gros, c'est une stratégie marketing, mais vraiment appliquée aux premières étapes, Ouais. à comment tu vas aller attaquer ton marché Mhm. avec ton nouveau produit, ta nouvelle offre, etc. Donc, c'est hyper spécifique parce que bah, tu poses les bases, tu vois. Autant une vraie stratégie marketing, tu as un historique, tu as des clients existants, etc., sur lesquels te baser. Là, tu as nada, quoi. Ouais. T'as niet. Donc, parfois, il faut être hyper créatif. Parfois, bah, c'est tout con. Parfois, c'est hyper dur. Mhm. Donc, tout dépend de la typologie de ton business. Et justement, ce qui est fou avec la strat go-to-market, c'est que ça influence aussi tellement ton produit. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas unilatéral, quoi. Mhm. C'est bilatéral à fond. C'est genre, tu construis, tu vends, tu construis, tu vends, tu construis, tu Mhm. vends. Et au milieu, tu vas valider les hypothèses. Donc, pour donner une vision globale, en gros, quand tu veux lancer un nouveau produit, ce qu'il faut que tu partes du début, c'est te poser les bonnes questions. Donc, enfin, aller chercher de l'information, tu vois. Mhm. Tu as de l'information en interne que toi, tu dois aller chercher. Donc, tes motivations, tes attentes, tu vois, pourquoi tu fais ça. Ouais. C'est hyper important parce que du coup, si tu veux créer une licorne ou si tu veux créer un petit SaaS qui fait 5K de MRR, c'est pas du tout les mêmes moyens que tu vas mettre en place. Ouais. C'est pas du tout les mêmes approches, etc. Donc, déjà, tu t'internalises ces questions-là et tu te dis, OK, pourquoi je fais ça? Une fois que tu sais ça, c'est les données de marché. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ma méthode. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à processiser ça. En gros, tu vas voir la compétition et tu te dis, OK, est-ce que j'ai un marché? Que ça soit direct ou indirect, hein. Ouais. L'idée, c'est surtout d'aller voir, OK, est-ce qu'il y a des gens qui achètent? Est-ce que ce problème est assez douloureux? Est-ce qu'il est assez reconnu? Est-ce qu'il est assez urgent pour qu'il y ait des gens qui payent pour ça? Ouais. Si tu as ça, en fait, et plus tu avances, plus tu creuses, plus tu vas avoir des inconnus. Et les inconnus, en fait, comme je disais, c'est ce qui t'empêche d'être millionnaire, c'est ce qui t'empêche de vraiment de créer un produit qui tue. C'est ces petites choses que tu sais pas et c'est savoir ce que tu ne sais pas, en fait. Est-ce que tu as un exemple concret justement d'inconnu qui, dans tes clients ou dans ton expérience, Oh. bloque pas mal de gens? En gros, ben, parfois, c'est l'intention d'achat, tu vois. Mhm. C'est si je crée ça, est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter? Hmm. C'est souvent le truc que tu fais quand enfin, ta landing page, typiquement, tu vois, Ouais. genre, je sais pas s'il y a des gens qui vont acheter, mais let's go, on tente, on sait jamais, Ouais. tu vois. Ça, c'est un truc classique, mais en fait, plus tu vas rentrer dans les détails, par exemple, tu vois, genre, je sais pas, tu veux être en compétition, tu veux créer le nouveau Notion, par exemple. Tes hypothèses, enfin, tes inconnus, ça va être
quelles sont les features dont les gens se plaignent sur Notion que je peux faire mieux, tu vois. Ok. Et plus tu vas rentrer dans le détail, que ce soit produit ou marketing, plus tu vas avoir des inconnus qui sont assez complexes. Et tout l'enjeu, en fait, donc du go-to-market vraiment très early stage, c'est de transformer ces inconnus en hypothèses Mhm. et aller vérifier ces hypothèses. Ok. Donc, l'intention d'achat, tu vois, genre, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont acheter. Ok, l'hypothèse, c'est si 100 personnes visitent cette landing page et que je fais plus de 3 ventes, Mhm. il y a une vraie intention d'achat et c'est pas un poteau qui essaye de, tu vois, qui achète pour me faire plaisir. Ouais. Tu vois. Et tes inconnus, tu les récupères au fur et à mesure que tu avances ou tu vas les chercher toi-même dès le début, tu vas essayer de trouver le plus d'inconnus possible et de les mettre à jour en répondant à cet inconnu rapidement. En fait, si tu vas pas chercher les inconnus, ça peut très bien marcher comme ça peut très bien échouer, tu vois. Genre, c'est juste que tu y vas les yeux bandés, quoi. Tu laisses plus de part à la chance. Ouais, quoi. exactement. Ouais, beaucoup plus de part à la chance. Alors que si tu vas les chercher dès le début et tu sais déjà que, ok, en fait, si tu peux en garder qu'une, déjà, ça c'est un petit hack. C'est si t'en regardes qu'une et que tu te dises, si celle-là est validée et j'ai un business qui tient la route, déjà c'est trop bien, tu vois. Ok. Donc souvent, justement, c'est l'intention d'achat, mais Ouais. ça peut être la cible, tu vois. Spécifiquement, je vais chercher, je sais pas, les avocats. Ouais. Euh, est-ce que c'est les avocats fiscalistes ou est-ce que c'est les avocats, tu vois, peu importe. Je sais pas le terme. Je me suis... Les gros inconnus, ça va être le persona que tu vises. Ouais, Est-ce que ce persona est prêt à sortir la carte ou non? C'est-à-dire à quel point Ouais. le problème est douloureux. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres inconnus que toi que tu as repérés qui sont très fréquentes? En gros, au début, bah, pour poser ensuite vraiment les bases, parce que là, c'est plutôt le travail préparatoire avant ta strat go-to-market. Pour recadrer sur vraiment, je veux faire ma strat go-to-market, tu as 3 variables qu'il faut que tu ailles chercher. C'est qui est ma cible, qui sont mes clients, et essayer d'être le plus niché possible. Donc, avocat, ça suffit pas, tu vois. Il faut que ça soit avocat fiscaliste, Ouais. de 3 enfants, qui habite à Bordeaux, Ouais. tu vois. Ensuite, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que tu lui vends exactement? Donc, tu vends un logiciel, ok, mais qu'est-ce que tu vends vraiment avec ce logiciel? Tu vends pas un logiciel, tu vois. Personne n'achète de logiciel, on s'en fout, tu C'est vois. les bénéfices qu'il faut C'est les essayer. bénéfices, c'est les résultats que tu vas tirer de ce logiciel qu'il faut que tu vendes, tu mettes en avant. Donc, je vais te faire gagner du temps, je vais te faire gagner de l'argent, je vais te faire gagner les deux. Ouais, ok. Et le troisième, c'est où est-ce que je vais trouver ma cible. Donc, ça, c'est une des inconnues, typiquement. Est-ce que les avocats fiscalistes sont sur TikTok? Mhm. Tu vois, genre, c'est une bonne question. Peut-être qu'il y en a, tu Je vois. pense pas, mais. Tu vois, s'il y a que 10% des fiscalistes qui y sont, et que tu te dis, tous les autres marchés, on prend ça en exemple, tu vois. Ouais. Tous les autres canaux d'acquisition, ils sont déjà saturés par des mecs qui vendent déjà ce que tu vends. Mm. Et qui s'adressent aux fiscalistes. Peut-être qu'une bonne stratégie, du coup, c'est peut-être d'aller sur TikTok, parce que tu connais mieux le réseau, parce que tu es plus à l'aise, parce que tu as déjà des contacts, etc. Et du coup, tu vas sur TikTok chercher les fiscalistes. Et tu vois, genre, c'est une hypothèse, encore une fois. Ouais. Peut-être que ça peut marcher de fou, comme ça peut marcher pas du tout, tu vois. Mais c'est à quel point tu veux prendre des risques aussi tu vois. Moi, si je comprends ça, vraiment, le but des inconnus et des hypothèses, c'est d'aller récupérer de la donnée Ouais. pour augmenter tes chances de réussite, en fait. Exactement. En gros, j'ai une théorie un peu chelou. On dirait Oussama Hamar, exactement ça. C'est que, en fait, quand tu lances un nouveau business, tu as 90% de chances qu'il se casse la gueule, Ouais. comme tu as 90% de chances qu'il réussisse. C'est vrai que mathématiquement, c'est un peu chelou. On est d'accord. Ouais. Donc là, tu te dis, les calculs sont pas bons, Kevin. En gros, donc typiquement les indie hackers, tu vois, ils vont lancer un nouveau produit, ils vont aller sur Product Hunt, ils vont faire 3 posts sur LinkedIn et ça a marché ou pas, tu vois. Mm. Et souvent, justement, une fois sur 10, ça marche, mais 9 fois sur 10, ça marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, tu testes juste des premières hypothèses un peu, tu vois, genre spontanées. Tu dis, ok, moi je pense que un produit pour cette typologie de personnes, ça peut le faire et vas-y, Ouais. on lance. Et du coup, 9 fois sur 10, ça marche pas parce que en vrai, c'est hyper dur, le marché est déjà structuré, etc. Ouais. Mais d'un autre côté, si tu te dis, ce truc-là, je vais y passer ma vie, j'y dédie ma vie et je suis sûr que je vais le faire marcher, tu vois que tu as vraiment des convictions et tu t'abandonnes jamais, il n'y a rien qui t'empêche de créer un meilleur produit que ce qui existe déjà, tu vois. Mm. Parce que tu es passionné par le problème, parce que tu connais l'industrie mieux que personne et parce que, tu vois, tu vas pouvoir te différencier soit en te nichant plus, soit en te priçant, tu vois, moins cher, plus cher, tu vois, en fournissant d'autres services que les autres ne font pas. Donc, en vrai, tout dépend de l'approche, tu vois. Genre, est-ce que tu t'y vas à fond ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu testes comme ça? Et ça, je trouve que c'est une question intéressante. C'est à quel moment
c'est de l'obstination qui est malvenue, tu vois, où tu t'obstines vraiment trop et ça va pas marcher. Ouais. Et à quel moment c'est de la résilience et Oh, du putain. courage de continuer. Genre, c'est à quel moment tu dois dire, ok, là ça marche vraiment pas, faut Ouais. que j'arrête. Parce qu'en soi, il y a vraiment une question de t'investir dans ton temps, dans quelque chose qui potentiellement te mène à ta perte ou Ouais. à un beau succès. Ouais. Trop dur comme question. Ok. Franchement, Trouvez je la sais pas. réponse tout seul, les gars. Parce que là... Mais en vrai, je me suis cassé les dents, tu vois, en faisant les deux. Donc, Ok. pour témoigner, je dirais que ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te poses et que tu réfléchisses à, tu vois, pourquoi tu fais ça, quoi. Mm. C'est le premier point que j'ai dit, c'est internalement, tu vois, enfin, quelles sont mes motivations pour ce truc? Parce Mm. qu'en vrai, typiquement, genre, tu prends un fight dans la rue, tu vois, tu te fights avec un mec, Ouais. celui qui va gagner le combat, c'est celui qui a le plus de conviction, tu vois, celui qui a le plus envie. Mm. Mais c'est un peu pareil dans le business, en fait. Genre, si tu veux vraiment réussir ce truc, bah, va falloir être prêt à prendre des coups. Ok, ouais. Mais par contre, tu as besoin des convictions, tu vois. Et Mm. qu'est-ce qui forge tes convictions? Parfois, c'est des biais irrationnels. Ouais. Tu vois, c'est j'ai envie de les défoncer, j'ai envie de montrer que je suis le meilleur, etc. Mais par contre, petite précision par rapport à ma théorie chelou, c'est que quand tu as 90% de chances de réussir, faut quand même que tu acceptes le fait que ton idée initiale, elle était à chier et qu'elle va sûrement se transformer avec le temps, tu vois. Mm. Donc, enfin, et ça, je pense que n'importe quel entrepreneur pourra témoigner, c'est ton idée initiale du produit versus quand Ouais. ça commence à marcher, ça n'a pas du tout la même gueule, Mm. soit sur le papier, soit dans ta tête. Ok, ouais. Oui, ça a fait 15 000 pivots entre temps. 15 000 pivots, donc tu vois, genre, si ok, là, tu es vraiment passionné par le problème, tu connais vraiment à fond l'industrie, tu as vraiment des convictions, tu te dis ça va vraiment être le changement d'ici 10 ans, ben ouais, vas-y à fond, mec, et tu vas te casser les dents les premiers mois, etc. Tu vois. Moi, j'ai eu ça justement la crypto. Enfin, la crypto, j'avais cette conviction depuis longtemps, tu vois. Ouais. Et je me suis attaqué à une sous-niche parce que je me suis dit, enfin voilà, se nicher, c'est toujours plus vertueux. Ouais. Mais effectivement, tu vois, genre, je me suis cassé. Enfin, le produit, on a mis 2 ans à le sortir. Enfin, Ouais. le produit qui a Oui. commencé à marcher, on a sorti Ok. des trucs avant, tu vois. Mais, et donc, ouais, je m'obstinais. Et au final, ouais, au bout d'un moment, t'as quand même plein de signaux qui te disent, mec, Ouais, t'as des, arrête, quoi. ouais. T'as des Arrête. signaux quand même. Faut pas Ouais. être non plus trop dans l'émotion et trop Non. kiffer son produit. Non, mais c'est hyper dur, hein. Et au niveau de la résilience, tu disais un truc intéressant, c'est que dans ton programme, toi justement au début, tu fixes les attentes, les objectifs de la personne, pourquoi elle fait ça. Et en développement personnel, ce qu'on appelle le why, trouver son why. Ouais. David Goggins le dit très bien, c'est en fait, il faut que ton why soit plus fort que l'inconfort que tu ressens dans le moment présent. C'est-à-dire que quand Ouais. tu vas te lancer dans une aventure entrepreneuriale ou quand tu es un sportif, il y a des moments où quand tu vas aller vers ton objectif, ça va être hyper dur. Tellement dur que tu vas avoir des pensées qui vont être générées automatiquement par ton cerveau, parce que le cerveau, voilà, il est comme ça, il est là pour te faire chier un peu des fois. Et il va dire, mec, arrête, pourquoi tu souffres comme ça? Genre, Ouais, c'est trop ouais. horrible, Ouais, c'est arrête ça, genre, tu te fais trop du mal. Et à ce moment-là, c'est ton why qui va venir répondre, c'est pourquoi tu fais ça. Typiquement, si tu dois gagner de l'argent parce que ta mère va mourir dans 2 ans, ton why va être hyper fort et ces pensées, tu vas vite les supprimer. C'est Par clair. contre, si ton why c'est ouais, je trouve ça cool, bon, peut-être que les pensées vont prendre le dessus, que tu vas abandonner. Donc Ouais. c'est hyper important en fait dans l'entrepreneuriat, dans le milieu sportif, etc. d'avoir un why hyper puissant pour avoir une motivation, se lever à 5 heures, ce genre de choses, comme notre ami Florent. Ouais, c'est grâce à toi, en vrai. Ouais, Mais merci. ça, ouais, ça c'est une partie développement personnel que je trouve intéressante. Donc tu l'as dans ton accompagnement, donc t'aides un petit peu sur cette partie-là. Ouais. Tu aides à trouver les inconnus et à mettre, enfin, pour faire une bonne stratégie, en fait, il faut trouver les inconnus et mettre des hypothèses, vérifier avec de la donnée. C'est ça. Donc, en gros, une fois que tu as posé vraiment, OK, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, maintenant, on va aller vérifier. Mhm. Et de manière. Donc, l'idée, c'est d'y aller, d'aller vérifier ces informations le plus facilement et le plus rapidement possible. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu as une liste de 15 inconnus, tu vois, tu peux pas passer ton temps juste à tester les inconnus, faut aussi que tu lances ton produit, tu vois. Donc, parfois, et ce qui est con et génial à la fois, c'est que des fois, tu dois. Enfin, la manière dont tu vas aller valider cet inconnu, cette hypothèse, elle est toute con, tu vois. Des fois, c'est juste parler à une personne dans la rue, parfois, c'est juste consommer le contenu de la compétition, et parfois, c'est il faut que tu sortes ton produit, t'as pas le choix, tu vois. Et donc, ça dépend au cas par cas à chaque fois. Moi, j'ai une petite technique pour justement aller vérifier, pour aller vérifier le plus rapidement possible, c'est d'aller. J'ai 2 ressources pour ça, c'est mon réseau et The Mom Test. Donc, le réseau, parce qu'en fait, avec ton réseau, tu peux toucher n'importe quelle personne. Ouais. Vraiment, même je pense, si là, on essaie de toucher des mecs au gouvernement japonais et qu'on y dédie, tu vois, genre la semaine, je suis sûr qu'on peut y arriver juste en passant par notre réseau, tu vois. Donc, l'idée, c'est que tu veux aller parler à ta cible, parce qu'une de tes hypothèses, c'est qui est ma cible, souvent.
Et en vrai, une fois que tu sais qui est ta cible, ça répond à plein d'hypothèses. Et surtout, tu peux leur poser les questions qui te restent. Donc, c'est hyper important. Et grâce à ton réseau, tu vas pouvoir toucher facilement ta cible en leur demandant qui tu connais. Tu vois, pas est-ce que tu connais quelqu'un, c'est qui tu connais qui fait ça, qui tu connais qui bosse avec des avocats, qui tu connais qui fait ça, etc. Et de remonter comme ça un peu la bobine, tu vois, de ton réseau proche à, tu vois, genre tes connaissances et peut-être voir même les inconnus sur LinkedIn au final. Genre, moi, mes premières ventes de mon accompagnement, mec, ce que je faisais, c'est je lance cet accompagnement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé? Et je l'envoyais directement à ma cible. Donc, en fait, les mecs qui étaient intéressés, ils disaient, ben moi, tu vois. Ben moi, on va pas chercher plus loin, tu vois. Donc, comme ça, tu fais pas vendeur de tapis. Et ça te permet, tu vois, de vendre sans vendre. Enfin, c'est génial. Ok. Et donc, tu fais ça, tu vas chercher le réseau et tu vas essayer de parler à tes prospects potentiels, à tes clients potentiels, tes utilisateurs. Et une fois que tu leur parles, s'il vous plaît, je le dis à la caméra parce que c'est important, s'il vous plaît, ne pitchez pas votre idée. On n'est pas en mode startup, tu vois, compétition startup. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez justement The Mom Test. C'est un livre qui recense toutes les questions qu'il faut poser pour pas biaiser. En fait, c'est des questions qui sont tellement rationnelles, objectives. C'est genre, quand c'est que tu as eu ce problème pour la dernière fois, tu vois, qu'on n'a aucun intérêt à te mentir. Tu vois, donc même ta mère, elle pourrait pas te mentir, même si elle te veut du bien ou peu importe. Tu vois. D'où le nom The Mom Test. D'où le nom The Mom Test. Je parle pas de ta mère comme ça, ouvertement, gratuitement. Ouais, pourquoi, tu vois, genre, quand c'est que tu as eu ce problème pour la dernière fois, est-ce que c'était vraiment frustrant? Qu'est-ce que tu as fait pour le résoudre? Tu vois, c'est le genre de questions où, mec, on peut pas te mentir, tu vois. Okay. Et donc, comme ça, tu vas aller pouvoir vérifier plein d'autres hypothèses. Et une fois que tu as fait cette partie vérification, hypothèse, etc., que tu sais à peu près ce que tu vas leur vendre, en fait, déjà dans leur entretien, tu peux leur parler à la toute fin, tu vois, de ton produit, tu peux leur pitcher dans les grandes lignes, etc. Ouais. Mais en vrai, t'es même pas obligé. Enfin, si, tu peux dire, je vais lancer ça, je te tiens au jus quand ça sort, dis-moi si ça t'intéresse. Mais voilà, le risque, c'est si tu dis, je lance ça, est-ce que t'es chaud? Les gens, ils vont dire, ouais, t'inquiète, ouais. Et au moment, moment de vendre, il y aura plus personne, tu vois. Donc, soit The Mom Test, ou sinon, leur demander s'ils seraient capables de sortir la carte ou de vérifier, en fait, ouais, c'est ça. Si ils ont payé, quoi. Idéalement, si tu peux leur dire, ben voilà, je suis en train de bosser sur ce truc, je te le fais à 500 balles, est-ce que t'es chaud, tu vois? Prix exceptionnel. Donc sur cette étape-là, le but, ça va vraiment être d'investir le moins d'énergie, de temps et d'argent pour valider les hypothèses le plus vite possible. Parce qu'il faut trouver les meilleures méthodes pour ça. Exactement. Et toi, justement, je pense que tu aides à trouver ces méthodes-là. Moi, dis-toi, sur cette partie, on essaie de le faire en 2-3 semaines max, quoi. Okay. La première phase, donc la phase vraiment stratégie, hypothèse, enfin lister les inconnus, etc., c'est pareil, 2-3 semaines. Et après, le reste de l'accompagnement sur les 3 mois, ça va être de l'acquisition, quoi, qui est vraiment le nerf de la guerre pour moi. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut faire les étapes? On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on croit que ça va être bientôt fini après. Mais est-ce que tu peux nous faire les prochaines étapes de cette stratégie, justement, go-to-market? Ouais, mais justement, acquisition. Okay. Et l'acquisition, en fait, déjà, tu l'as défini un peu dans la première phase. Ça fait partie des inconnus. Okay, qui est ma cible? Qu'est-ce que je lui vends? Où est-ce que je la trouve? Donc, en fait, c'est là que tu vas savoir sur quelle plateforme aller, par exemple. Ouais. Et en gros, moi, je les trie. Donc, tu vois, tu as plein de canaux d'acquisition, la pub, le contenu, donc les différentes plateformes, le mail, les messages, enfin, peu importe. Tu en as, je sais pas, tu vas en avoir pas loin d'une vingtaine, tu vois, en ligne. Donc, c'est massif. Et l'idée, en fait, moi, je les classe en 3 catégories. Donc, court terme, moyen terme, long terme. Ouais. Et c'est en termes de feedback. Tu vois. C'est combien de temps il te faut pour prendre un oui ou pour prendre un non, tu vois. Si tu lances un produit et que tu n'es pas sûr, tu as plein d'hypothèses, etc., et tu mises tout sur le SEO, et qu'il te faut 6 ou 12 mois pour être référencé et 6 ou 12 mois pour avoir des feedbacks, mec, tu as perdu trop de temps, alors que tu aurais juste pris ton téléphone et tu aurais déjà eu la réponse, tu vois. Donc, au début, vraiment, aller sur du court terme pour affiner le pitch, etc. Et par contre, c'est hyper important, justement, de faire aussi ces canaux long terme si tu veux vraiment être en place et que tu sois crédible et que tu crées de la confiance, etc. Donc, idéalement, tu vois, il y a pas mal de gens qui disent il te faut une offre, un persona et un canal d'acquisition, et c'est tout. Ouais. Moi, je suis pas du tout partisan de ça. Je pense qu'au contraire, il faut les mixer. Comme on disait, tu vois, en intro, tu fais du contenu qui marche, ok, tu vas aller envoyer des messages aussi aux gens qui interagissent avec tes posts. Tu vas envoyer tes contenus organiques, tu vas les envoyer directement en cold mail. Tu vois, tu mixes les combinaisons en focalisant évidemment au début court et moyen terme, et ensuite rapidement moyen et long terme. Mais en vrai, si tu fais, tu vois, genre, typiquement, le cold call, c'est trop puissant, tu vois. Mais genre, c'est pas du tout adapté à tous les business.
Par contre, quand tu trouves une cible facilement sur Google, par exemple les architectes, les avocats, peu importe, tu peux facilement leur parler, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ça, ça fait que c'est génial Ouais. pour lancer et pour Donc, si j'essaie de avoir le feedback résumer, rapide. en fait, tu as des stratégies qui sont court, moyen et long terme. Et le but, ça va être de prendre, si tu n'es pas très sûr de ton idée, des stratégies court-termistes pour avoir Ouais. rapidement des datas. Ouais. Et si tu es plus sûr de toi, Ouais. investir plus dans des solutions long terme qui vont apporter plus de résultats. J'ai Ouais. tendance à dire que les solutions de long terme apportent plus de résultats parce que justement, elles prennent plus de temps. Ouais. Donc, c'est toujours un trade. Ouais. Il faut choisir les bonnes. Ok. Ouais. Et Euh, comme on disait avant aussi, c'est vrai que le contenu, en fait, ça peut être ton MVP, tu vois. Tu Ouais. peux t'en servir. Donc, en vrai, les gars, c'est toujours bon de créer du contenu. Arrêtez d'hésiter là-dessus. Ouais. Choisissez juste votre plateforme. Et après, tu vois, tu vas t'en servir pour aller vérifier ton idée, et pour trouver tes premiers clients. Tu vois, ça sera toujours le même truc, quoi. Bon, bah écoute, s'ils veulent retrouver, là, tu as une vidéo complète où on parle de ça, justement, Ouais. la stratégie, ils peuvent aller checker la formation, je mettrai en description, elle sera sortie à ce moment-là. S'ils veulent se faire accompagner de A à Z avec l'expérience et tout, je pense que tu as déjà plein de ressources, toi, en backup, que tu te sers pour aller plus vite, justement, sur tous ces process. Ouais. Ils peuvent te contacter sur quelle plateforme? Sur LinkedIn. LinkedIn, ok. Ouais. T'es sur quel réseau? LinkedIn, YouTube, tu as lancé? YouTube, elle a en cours de lancement. Et X et tout, tu n'y es pas pour l'instant? Non. Ok, donc tu te concentres sur LinkedIn, c'est vrai que tu envoies full valeur. J'essaie de me concentrer sur LinkedIn. Ok. Ouais, full valeur et surtout, j'ai, tu vois, genre un appel découverte où j'essaie Ouais. d'apporter justement de la clarté sur la stratégie go-to-market. Moi, ça me fait kiffer de voir les nouveaux projets, de parler à des gens. Donc, ouais, franchement, n'hésitez pas. J'apporte full valeur justement pendant 30 minutes qui sont vraiment personnalisées. Et sinon, justement, la full valeur, j'essaie de l'apporter sur YouTube. Ouais. Tu vois, c'est un peu la bête noire, ma vidéo. Donc, j'essaie de m'y mettre et on va voir ce que ça donne. Tu vois, si ça me fait pas trop rager, si j'arrive à m'y tenir. Mais ouais, j'ai des grosses ambitions pour 2025, quoi. Bah, je pense que là, ça va aller. Après le test qu'on a eu avec des spectateurs et Ouais, tout c'est derrière trop son facile, écran, ça va être trop Non, simple. avec toi, c'est trop simple. Mais après, en face cam, tu vois, c'est plus dur déjà. Ouais, c'est vrai que c'est un exercice différent. Ouais. C'est pas une discussion, donc Non. c'est moins naturel. T'es là, Ouais. Bon, ok, trop cool. Donc on te retrouve sur LinkedIn, sur YouTube. Les gars, aussi, allez voir contenders.ai. Ouais. Trop cool. Je sais pas s'il est payant ou. Non, il y a une version gratuite pour trouver tous ses concurrents. Ok. On a défoncé le temps là ou pas? Je crois que ça va. Hein. Non, on est good. Ok. Donc, ouais, Parce allez. qu'en vrai, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Ouais. l'idée d'écosystème. Ok, on peut l'aborder, vas-y. Je sais que je suis en train de défoncer ton call to action là, mais. Non, vas-y, il n'y a pas de structure. Non, mais en gros, l'idée du. En fait, tu vois, tu as deux postulats. C'est que tu peux partir en mode vraiment indie hacker, je lance plein de trucs, je vois ce qui marche, etc. Ouais. Ou camper sur, tu vois, genre, t'es campé Ouais. et tu bouges pas et c'est ta niche, etc. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. C'est cette idée d'écosystème où, en gros, tu fais les deux, tu vois. Genre, c'est un peu un compromis où tu es campé sur ta niche et tu vas te dire, je vais servir que cette audience-là, tu vois. J'ai une ligne directrice, c'est, tu vois, j'aide les créateurs de SaaS ou moi, j'aide les devs à se lancer, tu vois. Et par contre, derrière, tout ce qu'on va créer, on peut se permettre de créer plein de choses, mais dans cette niche, dans cet écosystème-là, qui va permettre de nourrir, qui va permettre de rester solide sur les appuis, tu vois, et pas commencer à aller chercher d'autres cibles, etc. Parce que, en vrai, je recommande en vrai à tous les gens que j'accompagne juste de se focaliser, au moins sur le court terme, sur un projet, parce que c'est hyper dur de le réussir, et que l'acquisition, c'est le plus important. C'est le truc qu'il faut que tu craques. Et donc, si tu t'adresses tout le temps à une même cible, tu vois, même si tu lui vends des choses différentes, la consistance et le fait que les gens vont te voir revenir souvent, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et ce sera plus simple pour toi d'être affiché comme l'expert de ce secteur versus lancer plein de trucs qui ont aucun rapport les uns avec les autres, quoi. Moi, je comparais ça en fait, la stratégie de l'écosystème, qui est la stratégie que n'importe qui doit faire si vous voulez générer de l'argent, à un jeu vidéo. En fait, quand tu vises tout le temps le même persona, c'est comme si dans un jeu vidéo, tu avais la possibilité de sauvegarder. Que ce soit sur ta création de contenu ou quand tu vas avoir 1000 abonnés, ça va être 1000 abonnés sur toujours le même persona. Donc peu importe le produit que tu vas créer par la suite, ça va toujours les concerner. Donc tu as une sauvegarde littéralement de l'audience que tu crées. Là aussi, tu changes de cible, il faut que tu recrées notre chaîne YouTube qui s'adresse à cette cible-là. Donc tu perds du temps. Et tu sauvegardes aussi toutes les données que tu as récupérées. C'est-à-dire que comme tu t'adresses toujours au même persona, tu sais exactement comment lui parler, tu sais où il est, tu sais qu'est-ce qu'il pense, etc., etc. Donc imaginons tu lances un nouveau produit et celui-ci marche pas très bien, c'est pas grave, ça t'aura appris de nouvelles choses, il va peut-être générer un ou deux clients et tu le gardes dans cet écosystème. Et le but, c'est d'ajouter le maximum de ports d'acquisition possible. Donc media buying,
contenu organique, etc., etc. Et le maximum de produits possibles. Et ça fait un espèce d'écosystème où ça va faire une toile d'araignée, tout est entrerelié en fait. Les produits ils vont communiquer entre eux, tu vas pouvoir faire de l'affiliation entre les différents produits, tu vas pouvoir faire des liens entre les différents réseaux sociaux. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut faire un système d'écosystème sans être tout seul. On va Ouais. faire un écosystème à plusieurs, parce que souvent c'est chronophage de créer du contenu, de créer des produits. Et au début, ton écosystème c'est un truc, donc c'est pas un écosystème, c'est Ouais. juste un produit. Un système. Et donc, ce qui est bien, c'est que nous, ce qu'on a fait avec le SDD Crew, qui est un groupe d'entrepreneurs, c'est qu'on est plusieurs sur le même persona, dans la même niche, et que donc, au début, comme nous, on n'a que un ou deux produits, une ou deux sources d'acquisition, on profite de l'écosystème des autres et on fusionne nos écosystèmes ensemble. Ce qui fait que moi, par exemple, quand je crée un SaaS, je suis pas expert du marketing. Je m'y connais, mais je suis pas expert du tout. Donc, je vais rediriger les gens pour s'occuper du marketing vers Florent, qui est beaucoup plus expert que moi. À l'inverse, lui, s'il a quelqu'un qui a un besoin pour builder quelque chose, c'est vers moi qui va les rediriger, ce qui nous permet tous les deux d'avoir une source d'acquisition en plus, qui Ouais. est celle du voisin, quoi. Ouais, et 2 fois plus d'impact. Enfin, tu vois, c'est presque tentaculaire, tu vois, genre quand tu commences à activer des trucs. Mais elle est hyper cool ton analogie sur les jeux vidéo. C'est clair que c'est. Ouais, déjà, le business, faudrait le voir comme un jeu. En vrai, ça serait tellement Oui. plus kiffant pour tous les geeks qui nous regardent. Mm. Et ouais, c'est clair, c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter. Ok, trop cool. Bah ouais, donc écosystème, c'est la stratégie que tu mets en place, Ouais. que je mets en Bah, place. avec Contender, justement, l'idée, c'est que, en vrai, plutôt que dire, hey, viens, on fait un appel découverte, c'est va tester ton idée Ouais. sur Contenders. Mm. Tu vois, moi, Contenders, ça va être aussi une terre de R&D, justement, parce que la première étape, c'est valider ton idée enfin, valider ton business, ton idée de business. La deuxième étape, c'est accélérer ton go-to-market, tu vois. Mhm. Et toujours avec cette idée d'agent autonome, d'agent intelligent, bah, il y a des choses, en fait, c'est toujours les mêmes choses, tu vois. Genre, si tu vas aller voir les influenceurs, bah, mec, ça serait trop bien que tu aies une petite IA qui te sort la liste des influenceurs, tu vois. Si tu veux faire des ads, bah, ça serait trop bien que tu aies une petite IA qui aille voir toutes les librairies de toutes les ads librairies et qu'elle te chope tes concurrents et qu'elle ait les ads, les best performing ads de tes concurrents, tu vois. Donc, l'idée, c'est de continuer à apporter de la valeur et de l'information, mais pas juste stratégique cette fois-ci, mais aussi opérationnelle. C'est genre, mec, je veux lancer ça, comment je fais pour activer ces différents canaux rapidement? Bah, mec, tu vas voir sur Contenders. Et moi, l'idée, c'est que ça soit vraiment mon fer de lance. Je renvoie tous les gens là-dessus. Ouais. Et les gens vraiment qui veulent se faire accompagner, qui veulent un truc vraiment plus transformatif, et d'une personne qui sait aussi comment bien se servir de l'outil, bah, qui fasse appel à moi. Et que voilà, comme ça, je grossis aussi cet écosystème. Et que ce soit vraiment mon point d'entrée, ce soit le produit et pas juste le contenu que je crée, quoi. Ouais, trop cool. Ok. Voilà, Donc les gars, t'as l'idée. soit contenders.ai pour retrouver Florent, soit directement en appel gratuit avec lui, C'est où ça. ils apportent full valeur. Et puis c'était un épisode trop cool. Trop cool. Merci Florent, franchement t'as été top. C'est passé hyper vite, mec. Ouais, c'est passé très très vite, c'est vrai que c'est abusé, c'est passé très très vite. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!